création, deuxièmement la poésie comme essence de l'art, troisièmement la poésie comme langage originel. Dans l'ouvrage qu'il lui a consacré, Croce définit la poésie comme création. Et la création ne reproduit jamais quelque chose qui existe, mais produit toujours quelque chose de nouveau. La nouveauté radicale de la création poétique, comme de toute autre activité spirituelle, est la marque de son autonomie essentielle. Il n'y a pas de contenu en dehors de la forme, non parce que la poésie serait purement formelle, mais parce que le contenu est contenu de la forme, de cette forme singulière, et que la forme, cette forme singulière, est la forme d'un contenu élaboré. Dans la forme pure, forme et contenu sont indissociables. La forme esthétique est en même temps contenu, c'est-à-dire le contenu en tant que forme. La forme pure n'est pas la forme abstraite. La forme abstraite séparée de son contenu serait une forme contradictoirement séparée d'elle-même. Avant la création poétique, il y a bien quelque chose, le sentiment de la vie dans sa totalité. Le sentiment est bien la matière de la poésie, mais s'il contient en puissance la totalité de la vie, il ne doit être ni copié, ni mécaniquement imité par la création poétique. Il doit être transposé, organisé, transfiguré. La parole poétique n'est ni une manifestation, ni un reflet du sentir, ni même une idéalisation de la vie. Elle est la position et la résolution d'un problème que la vie immédiate du sentir ne parvient ni à résoudre, ni à poser. Le problème naît avec la solution et non avant elle. Le sentiment vécu en tant que vécu reste indéterminé et informe, tout en contenant d'une certaine manière, comme je l'ai dit, la vie en puissance. Il n'est rien de particulier si ce n'est le chaos et l'indistinct. L'étincelle poétique vient éclairer les ténèbres et organiser le chaos, c'est-à-dire l'informe. C'est d'ailleurs ce qui fait de la poésie une œuvre de vérité en un sens spécifique. Le sentiment, la volition, l'action, dont leur particularité, leur réalité immédiate, ont la forme de la passion et non la forme de la vérité. La vérité n'est rien d'autre que le dépassement de l'immédiateté de la vie à travers la médiation de la fantaisie. Cette conception de la création poétique implique immédiatement deux conséquences. D'une part, toute poésie est totalité. Elle exprime le monde et instaure un monde. D'autre part, la poésie est purification du cœur. En dépassant les contradictions du sentiment, dans la joie de la beauté, la poésie est totalité, parce qu'elle est connaissance et vérité. Le sentiment, parce qu'il adhère au particulier, se meut nécessairement dans le caractère unilatéral de la passion. La poésie relie le particulier à l'universel, au-dessus de la lutte du bien et du mal, dans l'angoisse de la jouissance et de la souffrance. Elle élève la vision des parties dans le tout. Au-dessus de la contradiction, elle réalise l'harmonie. Au-dessus de l'étroitesse du fini, elle déploie l'étendue de l'infini. Plus simplement, la poésie, en représentant l'émotion, la tire hors de ses limites, en y introduisant le drame éternel du monde. La poésie, parce qu'elle est totalité, apaise et transfigure le sentiment. En élaborant le sentiment et en réalisant l'harmonie des contraires, elle parvient, dans la distance de la contemplation qui est mélancolie, dans l'ascèse qui détourne de la demeure terrestre vers le ciel, à donner la joie paradoxale de la beauté. Je cite, « La poésie a été placée auprès de l'amour, presque comme une sœur, jointe à lui, fondée en une seule créature, qui tient de l'un et de l'autre. Mais la poésie est plutôt le crépuscule de l'amour, alors que la réalité se consume tout entière en passion, le crépuscule de l'amour dans l'euthanasie du souvenir. Un voile de tristesse semble envelopper la beauté, mais ce n'est pas un voile, c'est le visage même de la beauté. » En fait, j'avais prévu de commencer mon exposé par la présentation des études critiques de Croce sur Shakespeare et l'Arioste, et ça permettait de mieux prendre conscience de ce que ces affirmations de Croce ne sont pas des affirmations purement théoriques, mais renvoient à la lecture extrêmement précise de poètes. Et c'est à travers l'effort pour distinguer, par exemple, le mystère shakespearien et l'harmonie de l'Arioste, que ces thèses deviennent extrêmement précises et peut-être plus intéressantes encore que le résumé que j'en donne ne le laisse supposer.
La vérité du sentiment, c'est la troisième idée que l'on peut dégager, qui me semble importante, et dans l'image esthétique elle-même. Dans Recherche sur Hegel et éclaircissement philosophique, Croce le dit, mais il l'a dit ailleurs aussi de la même manière, quand on veut donner le caractère d'une poésie, on ne peut faire rien d'autre que de la lire, de la réciter, sans en perdre ni une syllabe, ni une virgule, ni un accent, parce que toutes ces choses concourent à la définir. Contenu et forme dans la poésie ne peuvent pas être distingués, ils constituent un acte unique. S'il en était autrement, la poésie ne serait pas vérité, mais vêtement allégorique d'une vérité, c'est-à-dire non-poésie. La parole dans la poésie n'est pas le vêtement ou l'apparence de la poésie, elle est la poésie même. Simplement, si vous voulez, à partir de là, Croce poursuit quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que c'est vrai que reconnaître le caractère de la poésie, c'est la lire ou la réciter, car la parole de la poésie est la poésie même. Mais Croce ajoute immédiatement, par parole, j'entends la parole spirituelle, et non pas le son physique abstrait. La poésie est encore plus explicite. L'exécution de la poésie, la représentation d'un drame, la récitation d'un poème ne se confondent pas avec la poésie elle-même. Je cite, non seulement les vrais poètes supportent mal qu'on récite leurs vers, mais eux-mêmes ne les récitent pas volontiers. Je cite encore, les vrais poètes, quand ils se résolvent à réciter leurs poèmes, ne les miment, ne les dramatisent, ne les tonnent, ne les chantent pas, ils les disent à voix basse, monotone, attentifs seulement à bien en articuler les mots et à en battre le rythme, car ils savent que cette poésie est une voix intérieure qu'aucune voix humaine ne peut égaler. La parole, qui est création, est parole intérieure, et l'écriture, moyen de communication, analyse, divise, conserve ce qui s'est déjà déployé dans la parole extérieure. Voilà donc, si vous voulez, un certain nombre de thèses bien connues de Croce qui ont soulevé immédiatement des difficultés. La première, c'est que, vous le voyez ici, parole intérieure, parole extérieure, écriture, ça fait trois moments dans la considération de l'œuvre. On reconnaît ici la distinction de la création et de l'extériorisation. Et cette distinction rendrait, d'une certaine manière, difficilement compte de la production effective de l'œuvre d'art, objecte-t-on à Croce. D'autre part, Croce penserait la création essentiellement dans l'œuvre achevée et par conséquent ne pourrait pas véritablement rendre compte du processus effectif de la création esthétique. Voilà deux reproches qui ont été couramment adressés à Croce. Je ne m'attarderai pas longuement sur ces deux points, mais il faut malgré tout essayer de voir comment Croce pourrait répondre à cette difficulté. Bien entendu, dans le cas de la poésie, parole intérieure, parole extérieure et écriture, ça paraît assez clair, assez facile à admettre. Dans le cas de la musique aussi, mais est-il aussi facile, si je me permets de forcer un peu la note, de distinguer vision intérieure des couleurs et des lignes et vision extérieure, comme on distingue la parole intérieure de la parole extérieure, c'est-à-dire de la prononciation? Nous avons l'impression que les couleurs sont inséparables de la toile où le pinceau les a fixées parce que la vision s'accomplirait ici dans la réalisation technique. Cependant, là aussi, on peut accorder à Croce que si le sensible et le sens spirituel sont inséparables, ils ne se confondent pas. Signification spirituelle
est certes saisie à partir de la couche colorée, mais aussi bien à travers elle, de sorte que lorsque le matériau se détériore, quelque chose de l'intuition du peintre peut malgré tout être conservé. Le peintre qui corrige la touche de peinture qui ne correspond pas à l'image intérieure nous permet inversement de vérifier que l'image intérieure guide toujours le pinceau du peintre, de l'artiste. Croce nous proposerait donc ici une sorte de réduction phénoménologique qui nous permettrait de comprendre comment l'œuvre d'art permet de fixer une vision, une parole nouvelle qui, dans sa singularité, la fragilité, la nouveauté, l'éclat des expériences spirituelles. En outre, pour défendre Croce, s'il en était besoin, la distinction ne doit pas être comprise, bien évidemment, comme séparation. Elle a le mérite de souligner la proximité et la distance qui demeure entre l'œuvre dans sa réalité physique et l'œuvre vivante dans l'esprit qui la crée ou la recrée. Croce lui-même observe dans les essais d'esthétique traduits par M. Tinbergen, la ligne de partage entre expression et communication est certainement très délicate à saisir dans la réalité, parce que dans la réalité, les deux processus se succèdent en général rapidement et semblent se mélanger, mais elle est nette en idée et il faut maintenir cette distinction bien faite. La véritable difficulté résiderait plutôt dans le second point que nous avons signalé. Est-ce que Croce parvient à rendre raison du processus de création comme processus? Si nous avons du mal à comprendre les rapports de la création et de l'extériorisation, n'est-ce pas parce que nous pensons au fond l'œuvre déjà achevée et la création comme un résultat, comme une réussite? L'extériorisation de l'expression ne peut être alors que la reproduction de la vision intérieure tout accomplie, et la communication, peinture ou écriture, ne serait pas différente de la photocopie ou de la photographie. Nous ne pensons pas cependant, quelle que soit l'estime que nous avons pour les critiques de Parison, que Croce finisse par supprimer le processus, la recherche, la tentative, d'où la réussite doit sortir. Il me semble que Croce ne néglige pas le travail, l'effort, le devenir de la création, même s'il souligne plus volontiers que ce labeur est achevé dans l'œuvre. Simplement, peut-être ne le conçoit-il pas à la manière existentialiste de Parison. Dans les essais d'esthétique que nous venons de citer, la distinction d'expression et communication si nettement affirmée n'est pas exclusive d'une sorte de choc en retour et de devenir. Le peintre qui peint sur bois et sur toile ne pourrait pas peindre à chaque étape de son travail, de la tâche, de l'esquisse première jusqu'à l'achèvement, l'image intuitionnée, la ligne et la couleur peinte dans la fantaisie ne précédaient la touche du peintre. Un texte des Indagini, relativement bref et mineur, qui s'intitule « L'unité dialectique de l'intuition et de l'expression », me paraît de ce point de vue extrêmement intéressant. Si l'unité pensée par le philosophe, dit Croce, n'est pas unité inerte et tranquille, mais unité active et combative, alors l'unité de l'intuition et de l'expression ne signifie pas qu'elle ne se développe pas dans le temps comme un processus plus ou moins laborieux. S'il est vrai, par conséquent, que intuition et expression ne sont jamais séparées, cela ne signifie pas que l'intuition est formée avant d'être exprimée, ni que l'expression est instantanée. Le progrès dans l'intuition est progrès dans l'expression, d'abord esquissé puis accompli. Quand on conçoit la force de l'intuition tellement supérieure à celle de l'expression qu'elle peut l'actualiser rapidement, comme dit Croce dans ses pages qui naissent spontanément et presque parfaites, sans regret ni correction, si l'on y regarde bien, on verra que la force qui semble un miracle n'est rien d'autre que travail accumulé, même en un sens inconscient. Lorsque la page est écrite d'un seul jet, ou plutôt lorsque la poésie est dite d'un seul souffle, c'est probablement l'effet d'un long travail accumulé. Le jeune poète ou le jeune peintre, avant de réaliser leur chef-d'œuvre, ont tenté des esquisses qu'ils ont dépassées à l'époque de la maturité. Est-il impossible de penser la création de l'œuvre singulière dans le temps, par analogie avec l'évolution de l'artiste dans le temps? Le processus de création et la formation du poète nous mettrait alors en face des mêmes problèmes et des mêmes solutions.
C'est bien, me semble-t-il, la lecture des poètes et ses travaux d'histoire littéraire qui ont conduit Croce à penser l'art comme expression, ou plutôt comme unité de l'intuition et de l'expression. Il le dit dans la poésie, comparé au connaître philosophique, la poésie parut différente, et plutôt qu'en connaître, un produire, un façonner, un modeler, un poiein, d'où le nom qu'elle a conservé dans nos langues. Et c'est en rapport avec la poésie que fut abandonné pour la première fois le concept du connaître réceptif et posé celui du connaître comme faire. Expression et art sont des mots qui ont probablement été choisis afin d'éviter la confusion entre la poésie comme faire créateur, qui est l'essence de l'art, et la poésie comme art particulier, empiriquement défini par l'utilisation des mots isolés d'une langue particulière. Une note de la poésie observe d'ailleurs que si la poésie et l'art sont devenus synonymes dans l'esthétique moderne, on pourrait réserver le nom de poésie à toute création esthétique et celui d'art à toute la littérature, à condition toutefois, précise-t-il, de ramener le sens de poésie à sa signification originelle, d'opérationnelle et de formatrice. Je cite la traduction de Tina Dreyfus. La lecture des poètes a pareillement été la source du progrès qui conduisit Croce dans le Breviario di Estetica à préciser sa définition de l'art en caractérisant l'expression comme intuition lyrique. Ce n'est pas l'idée, mais le sentiment, dit-il, qui confère à l'art la légèreté aérienne du symbole, une inspiration enfermée dans le cercle d'une représentation. Voici l'art, et en lui l'inspiration est seulement pour la représentation, et la représentation seulement pour l'inspiration. Épopée et poésie lyrique, ou drame et poésie lyrique sont des distinctions scolastiques de l'indivisible. L'art est toujours lyrique, ou si l'on veut, il est une épopée ou un drame du sentiment. Non seulement la poésie, mais tous les arts doivent être compris comme intuition lyrique. Pour la peinture, pour la sculpture, pour la musique, précise-t-il, chaque fois que l'on discute de tel ou tel produit de l'esprit sous le rapport de l'art, il faut s'en tenir à ce dilemme, ou c'est une intuition lyrique, ou ce sera n'importe quoi d'autre, même éminemment respectable, mais non pas de l'art. Il est absurde de ramener le plaisir de la peinture, par exemple, ou celui des arts figuratifs, au plaisir de l'œil physiologiquement conçu. Ce plaisir serait le plaisir que donne l'ombre à l'œil fatigué, ou la joie que donne la lumière à celui qui est resté trop longtemps enfermé. Et ce plaisir n'a rien à voir avec le plaisir de la forme. En réalité, lorsque Herbarth et ses disciples parlent de l'œil, ils n'entendent pas l'œil matériel et physiologique, mais l'œil spirituel, celui dont la vision n'est pas pratique mais théorique, l'œil qui songe et qui rêve, l'œil qui n'est plus alors qu'une métaphore pour désigner l'esprit tout entier ou l'esprit comme fantaisie. Une peinture ne se voit pas avec l'œil, mais se saisit avec toutes ses forces, avec toutes les forces de l'esprit disposées en cette forme particulière que l'on appelle intuition lyrique ou image esthétique. Tout autant que les mots et les sons, les lignes, les couleurs, les tons et les ombres peuvent servir de métaphore, de métonymie, de synecdoque pour figurer les mouvements de l'âme, ce qui ne signifie pas que ces déterminations sont des signes ou des symboles des sentiments à représenter, puisque l'expérience esthétique exclut la séparation de la forme et du contenu, mais que ces sentiments sont réellement dessinés et colorés, ombrés et éclaircis. Comment expliquer que la poésie, qui est art particulier, permette de comprendre l'art en général et de dégager ses caractères, tandis qu'inversement, tout autre art éclaire à son tour la poésie elle-même? La réponse est simple. Dans la réalité concrète et dans l'art comme réalité concrète, tout est toujours dans tout. Quand on veut saisir séparément les caractéristiques de chaque art, la culturalité, la musicalité et tout ce que l'on voudra, elles se dérobent et se transforment les unes dans les autres. Tous les arts forment une unité, non pas au sens où il faudrait les réunir, comme chez Wagner, réunir tous les arts particuliers dans un art total qui serait le drame de l'avenir, où ils dépasseraient leurs limites, mais au sens où dans chaque art se trouve la totalité de l'art. Il faut se débarrasser de l'illusion selon laquelle chacune de ces déterminations, lignes, couleurs, etc., puisse jamais être sans l'autre et sans toutes les autres déterminations des choses ou sans l'entière réalité. Les classifications, on le sait depuis l'esthétique, et les déterminations des arts, opposés les uns aux autres, sont techniques et empiriques. L'expression elle-même déborde le caractère empiriquement limité de sa traduction dans l'œuvre physiquement comprise. Je cite les essais d'esthétique, qui a une sensibilité artistique trouvera dans un vers, si petit soit-il, à la fois ce qu'il a de musical et de pictural, sa force sculpturale et sa structure architectonique.
Inversement, il faut dire de la peinture qu'elle n'est jamais affaire d'œil, mais toujours affaire d'âme. On trouve dans la peinture l'âme comme couleur, mais aussi comme parole, et même comme silence, qui est à sa manière son et parole. La poésie, son nom l'indique clairement, permet de comprendre l'essence de l'art comme activité créatrice. Mais l'approfondissement de tout autre art entendu comme activité spirituelle conduirait au même résultat. Ainsi, l'analyse qu'Imbriani a proposée de la peinture permet d'éclairer la création poétique dont on voudrait, s'indigne Croce, la distinguer substantiellement. Tout poète sait que l'inspiration se présente à lui comme une tâche, un thème, un rythme, une ligne, un mouvement psychique ou toute autre chose, comme on voudra l'appeler, où rien n'est déterminé et tout est déterminé, où il y a déjà ce maître et non un autre, ce mot et non un autre, cet ordre et non un autre, ses dimensions et ses proportions et rien d'autre. Tout poète sait aussi que son travail consiste à décomposer cette tâche, ce thème, ce rythme, pour obtenir à la fin, pleinement déterminé, pouvant être récité à haute voix ou écrite, l'impression qu'il avait frappé comme un éclair lors de sa première inspiration. Formule qui, bien entendu, fait écho aux formules qui généralisent à la critique et à l'histoire des arts les résultats obtenus dans l'analyse de la poésie. Aux critiques et à l'historien de la peinture et des autres arts figuratifs échoit le même rôle qu'aux critiques et à l'historien de la poésie, celui de comprendre l'état d'âme qui n'est pas celui de l'artiste en tant qu'homme, mais celui que l'on appelle inspiration motive lyrique et qui est exprimé dans l'œuvre d'art. Ainsi, le critique doit retracer le processus créateur et non pas technique, et encore moins la biographie personnelle et pratique de l'artiste, comme il le dit très clairement dans l'étude sur Shakespeare. Ce qui nous intéresse n'est pas la personnalité, l'individualité de l'homme Shakespeare vivant à une certaine époque, c'est la personnalité de Shakespeare, écrit poète. Il doit remonter aux sentiments motifs et résoudre les problèmes intellectuels auxquels il fait face au fur et à mesure. Ces précisions permettent, vous le voyez, de mieux approfondir non seulement la nature de l'art à partir de la poésie, mais également la nature du langage, s'il est vrai que l'expression poétique seule est vraiment parole, car la poésie est le langage dans son essence la plus pure. Donc j'ai traité les deux thèmes que je proposais de traiter, poésie et création, poésie comme essence de l'art, et je vais proposer quelques remarques sur la poésie comme langage originel. Ce qu'il y a de fondamental dans la poésie et la distingue de l'expression immédiate, l'âme même de l'expression poétique, c'est le rythme. On peut définir l'expression poétique comme l'intuition ou la rythmisation de l'univers, de même que la pensée en est la systématisation. Le rythme, vous en doutez, n'est pas le propre de la poésie. Il définit l'essence de l'art et appartient à chaque art particulier selon l'aptitude des individus artistes. Aptitude pour le son articulé, pour la couleur ou pour les lignes architectoniques. Le concept d'expression n'avait été choisi, là où le concept de parole ou celui de poésie aurait été tout aussi légitime pour éviter les ambiguïtés du langage courant. Lorsque l'homme vit l'expression accomplie, il oublie les conditions extérieures des organes des sens et découvre que l'expression n'est pas son, ton, couleur, ligne, relief, odeur, saveur, mais tout cela à la fois et rien en particulier. Texte de la poésie. Il importe d'ailleurs, pour comprendre correctement la pensée de Croce, que la même extension s'applique à la parole. Elle ne désigne pas chez lui simplement l'expression individuelle du langage articulé, mais l'acte poétique et esthétique dans sa singularité. Un texte des recherches sur Hegel et éclaircissement philosophique le dit encore très clairement. Après avoir rapproché la poésie au sens particulier du langage, Croce ajoute « Ce qui, pour la commodité du discours, a été rapporté à la poésie comme art particulier, peut s'étendre à tous les arts qui, tous, à leur façon, parlent, comme on peut le voir en dépassant les confusions et les erreurs qui naissent du préconcept de la diversité des arts. Parole désigne toute expression véritable, poésie, l'art, l'expression, tous ces termes supposent une véritable réduction de l'expérience empirique. Cela, nous l'avons vu, ne va pas sans difficulté quand on considère les conséquences qu'il en tire, mais ne doit pas nous inviter à y renoncer. Au fond,
cette thèse de Croce est sur la poésie et plus fondamentalement sur la parole, retrouve l'intuition augustinienne du verbe intérieur qui, dans son unité, renvoyant chez Augustin au verbe divin, éclaire la création du monde. Croce observe le langage et le fiat lux de la création du monde. L'identité substantielle du langage et de la poésie opère une véritable réduction du langage comme instrument de communication et comme système de signes permettant la communication. Cette essence poétique du langage ne renvoie pas d'ailleurs seulement au commencement, mais elle est une condition permanente du renouvellement du langage et de sa vie. Elle est, au sens fort, origine. La communication instituée des sujets comme réalité pratique requiert un fondement transcendantal, et ce fondement, c'est la poésie comme origine. L'expression originaire comme poésie doit donc être radicalement pensée comme expérience pure, toujours déjà menacée de se perdre dans les habitudes sociales et les supports matériels. Si nous voulons comprendre le langage comme poésie, il faut retenir et souligner deux traits complémentaires, la créativité et l'organicité. Entre parenthèses, ces deux traits permettraient peut-être de répondre vraiment à la question du processus. Croce utilise une métaphore biologique. Je crois que ce n'est pas simplement une métaphore pour rendre raison du processus, un petit peu comme si au fond l'artiste en tant qu'individu n'était qu'un instrument du développement interne de l'œuvre. La langue, excusez-moi, le langage est une invention continue qui se présente à nous comme un tout indivisible. La poésie est un organisme vivant, c'est-à-dire à la fois multiplicité, unité, continuité, multiplicité qualitative et unité hétérogène en devenir. Quelles que soient les oppositions et les divergences, les différences entre Bergson et Croce, et je crois que sur ce point, l'idée d'une unité qualitative en devenir qui est indivisible est commune aux deux philosophes. Le langage ne peut pas se comprendre à partir des éléments qui le constituent, même si cette unité qualitative, en se diversifiant, prépare l'analyse et la décomposition en unités séparées, c'est-à-dire en mots et en fonctions, qui caractérisent la langue comme un système de signes. D'une part, l'expérience du langage est l'expérience de la créativité pure. Chaque mot que nous entendons est une langue neuve et étrangère, car jamais il ne fut prononcé auparavant et ne peut s'identifier avec aucun de ceux qui ont été prononcés auparavant. D'autre part, la réciproque est vraie. Toute poésie qui se crée, que nous recréons en nous, n'est rien d'autre que l'expression d'une langue nouvelle. Toute poésie, en ce sens-là, est un nouveau langage. La poésie n'est jamais une combinaison mécanique de formes fixes ou de paroles déjà dites. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, ça éclaire assez les rapports de Croce avec la stylistique et l'attitude qu'il a à l'égard de certains interprètes qui insistent sur l'importance du mot, sur sa sonorité. Je ne résiste pas au plaisir, si vous voulez, de vous lire un passage intéressant, si vous voulez, sur ce sujet tiré de Philosophia Historiographia. Il ne faut pas confondre la pure lyricité de la poésie et de tout art, c'est-à-dire la pureté des sentiments-images où elle s'exprime, avec la matérialité physique du son, physique des mots, en se remplissant la bouche, pour reprendre un exemple archétypique de Théophile Gautier, de ce vers racine qui se termine par Pasiphae, la fille de Minos et de Pasiphae, en oubliant que ce Pasiphae est l'extrême pointe du frisson de répugnance et d'horreur dont le chaste jeune homme est parcouru lorsque se présente à lui la figure ennemie de Phèdre, et que par conséquent il appartient à la pure et poétique dialectique du sentir qui trouve dans ce vers son expression musicale. La poésie donc n'est jamais une combinaison mécanique. L'illusion des lexicographes et des grammairiens est de croire que les poètes et les hommes eux-mêmes se serviraient des sons articulés comme autant de cubes tout près qu'il suffirait de disposer dans un certain ordre. Ce que Croce dit dans l'Estetica de l'œuvre est encore plus vrai de l'expression ou de la parole poétique. Elle est indivisible.
Toute expression est une expression unique. L'activité esthétique est la fusion des impressions dans un tout organique. C'est ce qu'on a voulu dire quand on a dit que l'œuvre d'art doit avoir une unité, ou ce qui revient au même, quelle est unité dans la variété. Certes, nous pouvons diviser l'œuvre d'art en parties, mais outre cette division, cette décomposition, l'annule comme œuvre d'art en tant que telle, elle suppose bien évidemment l'extériorisation de l'œuvre et la séparation des éléments qui la constituent. Croce file la métaphore. Diviser un organisme vivant, c'est le transformer en cadavre. Et s'il arrivait que cette division donne naissance à d'autres êtres vivants, il faudrait, appliquant l'idée au fait esthétique, conclure que dans cette œuvre, il y avait une multiplicité de germes de vie qui devaient donner chacun naissance à une expression unique. Cette métaphore n'est pas dépourvue d'intérêt. La création poétique pourrait être comprise sur le modèle biologique de la formation d'un être vivant à partir de son germe. C'est pourquoi Croce peut dire que, au début, tout est déterminé et rien n'est déterminé, comme dans l'être vivant qui est totipotentiel, si je puis dire, et ensuite différencié, et ensuite déterminé. De ce point de vue, l'œuvre peut bien être présente en totalité dans le germe, mais seulement en puissance, et le processus interne de différenciation et d'organisation pourrait se mener parallèlement au processus d'extériorisation sans que ces deux processus se confondent. L'expression, je cite de nouveau l'Esthética, est un tout indivisible. Le nom et le verbe n'existent pas en elle, mais sont des abstractions formées par nous en détruisant la seule réalité linguistique qui est la proposition. Cette dernière doit être comprise non à la manière des grammairiens, mais comme un organisme expressif de sens achevé qui concerne aussi bien une simple exclamation qu'un vaste poème. On retrouve alors, à partir de la conception organique de l'expression, l'idée que le fait esthétique est irréductiblement singulier. La parole est ce qui est réellement parlé, qui signifie à la fois qu'il n'y a jamais deux paroles identiques et qu'il est impossible de traduire une parole en une autre, aussi bien en langue étrangère que dans notre propre langue maternelle. Vous le savez bien, cette conception du langage pose plusieurs problèmes. Quels sont les rapports entre le langage comme poésie et la langue comme objet de la linguistique scientifique? Je laisserai de côté, si vous voulez, cette question que j'ai traitée il y a bien des années dans la rivista di Stile Crociani en juillet-décembre 72. Je crois qu'on peut répondre à cette difficulté qui n'en est pas vraiment une. Une autre difficulté, si vous voulez, serait qu'il semble que nous ne pouvons pas nous comprendre si tout langage est singulier. Je crois, si vous voulez, que Croce répondrait aussi assez facilement à cette objection. Il l'a fait d'ailleurs dans des formules qui sont différentes. Substantiellement, il me semble qu'il reprend au fond l'idée kantienne d'intersubjectivité sensible simplement à la pensant au niveau de l'expression. J'ai essayé de rester aussi proche que possible de la pensée crocienne, et mon intention a toujours été, quand j'ai étudié Croce, de séparer très nettement la compréhension du philosophe et mes propres interrogations. En fait, l'approche que je vous ai proposée, qui est dépourvue d'originalité, je le confesse, ne se comprendrait bien qu'en rapport avec l'interprétation de Vico et en rapport avec l'ensemble de la philosophie de l'esprit. Cependant, présenté comme je l'ai fait, il me semble, si vous voulez, que en séparant, ce qui n'est pas légitime, bien entendu, la conception de la poésie et l'esthétique en général de l'ensemble de la philosophie de l'esprit, certains thèmes crociens me paraissent stimulants. La poésie et l'art comme intuition lyrique ne me paraît pas avoir épuisé sa fécondité. Et l'idée que la poésie comme intuition lyrique saisit le rythme de l'univers, on la retrouverait, me semble-t-il, chez des penseurs contemporains, je pense à Maldiné par exemple, totalement étranger à la problématique crocienne.
l'idée, si vous voulez, que n'est pas abordée, du caractère infini de l'œuvre d'art, elle réalise, dans une formule qui est peut-être empruntée à Schelling, l'unité du fini et de l'infini, que d'une certaine manière l'œuvre n'est pas ouverte, hein, qu'elle est plutôt close, hein, si vous me permettez ce jeu de mots, ça me paraît rendre plus intelligible, de manière plus intelligente la multiplicité des interprétations que l'idée d'œuvre ouverte qui, à la limite, renverrait au vide. La poésie comme connaissance. Je lisais en préparant mon exposé un texte de Pierre Emmanuel, reprenant cette thèse de la poésie comme connaissance. Je pense qu'il n'a pas lu Croce, et je pense d'ailleurs que Croce aurait probablement eu des objections à faire à la manière dont il comprend le symbole, mais c'est quand même assez intéressant. Donc je crois que les thèmes principaux de l'esthétique crocienne peuvent paradoxalement être enlevés au contexte de philosophie de l'esprit et de l'idéalisme de Croce. La fécondité me paraît très réelle. Ceci étant dit, l'intérêt de la pensée de Croce, c'est qu'elle peut poser des problèmes, même à des philosophes qui l'abandonneront. De ce point de vue-là, si vous voulez, l'idée que la poésie, au fond, en tant qu'essence de l'art lui-même, est instauratrice d'humanité, on pourrait reprendre, je vois un petit peu sur les mots, l'idée, pour décrire vite que l'homme habite le monde en poète, et cette idée, Croce est bien entendu la forestienne, même si ce n'est pas dans son style, l'idée est là présente. Cette idée-là, elle me paraît très très intéressante, mais si vous voulez, lorsque Croce écrit dans l'Estetica, le passage de la psyché à l'esprit, de la sensibilité animale à l'activité humaine s'accomplit au moyen du langage, il faudrait dire au moyen de l'intuition et de l'expression en général. Seulement, il semble peu exact de dire, comme on le fait d'ordinaire, que le langage ou l'expression est la loi intermédiaire entre la naturalité et l'humanité, une sorte de mélange de l'un et de l'autre. Là où apparaît l'humanité, la nature a déjà disparu. L'homme qui s'exprime sort, peut-être immédiatement de l'état naturel, mais il en sort certainement. Il n'est pas à moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur, comme suggère l'image de la loi intermédiaire. Si vous voulez, cette thèse de Croce fait problème pour moi. Je me demande si, bien entendu, la philosophie de l'esprit est une interprétation légitime de ce que je viens de dire. Je n'aurai pas l'outrecuidance d'accuser Croce qui introduit des idées importantes, de ne pas avoir compris ce qu'il voulait dire, c'est pas cette chose. Mais je pense, si vous voulez, que l'idée qu'on est tout d'un côté, c'est interpréter l'expérience de la poésie en termes de philosophie de l'esprit. Je pense, quant à moi, qu'une manière d'interpréter aussi ce passage, ça serait de penser l'alternative de l'animal et du divin, dont l'homme serait la rencontre. Autre point, si vous voulez, qui est également extrêmement intéressant, la compréhension du langage comme poésie, parole, et le refus de le réduire à un instrument de communication. Je crois que sur ce point, la pensée de Croce est extrêmement forte. Il distingue même dans la poésie, ça m'a paru très intéressant, la poésie comme moment et la poésie comme état, pour bien montrer que, indépendamment de la création poétique et chose rare, la poésie est toujours déjà là. La question que je poserai est de savoir si la poésie peut être, là encore, purement et simplement interprétée en termes de philosophie de l'esprit, ou elle ne se renvoie pas plutôt à une dimension verticale, que je ne sais pas nommer autrement. En tout cas, pour moi, ça fait partie de ma perplexité. Enfin, dernier point, un peu provoquant, si vous voulez, intentionnellement provoquant, certains interprètes chrétiens de Croce, je pense à Luigi Stefani, se sont inspirés beaucoup de Croce, de l'esthétique crocienne, et l'ont fait, si vous voulez, en inscrivant Croce dans la tradition du verbe intérieur. La philosophie de l'expression ne commence pas avec le XVIIe siècle. Elle représente le grand tournant historique de la philosophie du christianisme. Il n'y aurait pas eu la science nouvelle de Vico, ni la linguistique de Humboldt, ni l'esthétique de Croce, s'il n'y avait pas eu le De Trinitate de Saint-Augustin, une tradition ici intéressante du verbe intérieur
mériterait d'être interrogé, mais je n'irai pas plus loin et je n'expliciterai pas davantage ma pensée, parce que pour moi, c'est une question, et les trois questions que j'ai posées sont des questions. Merci de votre attention.